Ce cours propose de présenter un des outils utilisés dans la prise en charge en réhabilitation psychosociale des patients souffrant de schizophrénie, appelé la remédiation cognitive. Pour connaître les principes de la réhabilitation psychosociale, vous pouvez écouter le cours du professeur Manson disponible sur la chaîne YouTube. Dans ce cours, nous verrons tout d'abord la définition de la remédiation cognitive, la place de la remédiation cognitive dans la prise en charge en réhabilitation psychosociale, pourquoi faire de la remédiation cognitive et donc la présence d'altérations cognitives dans la schizophrénie, l'efficacité de la remédiation cognitive, et ensuite nous présenterons plusieurs programmes. Alors qu'est-ce que la remédiation cognitive? Donc la remédiation cognitive est un outil issu initialement des programmes utilisés en médecine rééducation fonctionnelle. La première définition consensuelle de la remédiation cognitive dans le champ de la psychiatrie a été proposée à Florence, Italie, en avril 2010 lors du Congrès international sur la recherche dans la schizophrénie et définit donc la remédiation cognitive comme une intervention thérapeutique impliquant un entraînement destiné à améliorer les processus cognitifs, de telle manière que les bénéfices se généralisent et se maintiennent dans la durée. Il s'agit donc d'une technique thérapeutique non médicamenteuse destinée à réduire l'impact des altérations cognitives. Cette réduction implique soit la réduction directe des déficits à travers l'entraînement des fonctions concernées, soit, plus fréquemment, leur compensation grâce au développement de compétences alternatives utilisant les processus préservés. La remédiation cognitive emploie des procédés rééducatifs qui visent systématiquement des objectifs concrets, directement utiles aux patients. Ces derniers peuvent concerner le domaine des loisirs, de la vie sociale ou encore le champ professionnel. Cette notion d'objectif concret est particulièrement importante pour comprendre la remédiation cognitive. En effet, la remédiation cognitive ne vise pas l'amélioration des performances cognitives seules et l'amélioration aux tests cognitifs uniquement, mais surtout la réussite de projets concrets dans le domaine social ou professionnel à laquelle cette amélioration peut contribuer. La mise en lien préalablement au programme de remédiation cognitive entre une altération cognitive particulière et son retentissement précis dans la vie quotidienne est une étape fondamentale pour se fixer un objectif à atteindre à l'issue du programme. Alors à quel moment peut-on proposer un programme de remédiation cognitive? Eh bien le plus tôt possible dans le parcours du patient. Dès que des difficultés cognitives avec un retentissement sont repérées, un bilan neuropsychologique doit être proposé. Lorsque les difficultés sont confirmées par les résultats du bilan, ainsi que le retentissement et l'impact sur le fonctionnement, il est possible de proposer ce programme. La remédiation cognitive est principalement utile à des patients dont l'état clinique est stable et dont le traitement médicamenteux est prescrit à dose minimale efficace afin de ne pas traiter les troubles cognitifs secondaires aux symptômes ou bien iatrogènes. Néanmoins, des patients encore très symptomatiques ou souffrant d'effets cognitifs iatrogènes peuvent aussi bénéficier de la remédiation cognitive dans la mesure où le meilleur compromis bénéfice-effet indésirable des médicaments a été trouvé, où des objectifs concrets ont été définis et où le patient est en mesure de s'investir dans la prise en charge. Comme nous le disions initialement, la remédiation cognitive s'inscrit dans un champ plus vaste de la prise en charge en réhabilitation psychosociale et est un des soins possibles de réhabilitation psychosociale. La réhabilitation psychosociale, pour donner une définition rapide, est l'ensemble des actions mises en œuvre auprès des personnes souffrant de troubles psychiques pour favoriser leur autonomie et leur indépendance dans la société. Il s'agit d'un processus qui facilite le retour d'une personne présentant un trouble psychiatrique à un niveau optimal de fonctionnement autonome dans la communauté. La réhabilitation psychosociale a pour but d'améliorer la qualité de vie, l'accès à l'autonomie, l'accès à la citoyenneté, l'accès à une formation et ou à l'insertion professionnelle. L'objectif ultime de la réhabilitation psychosociale est le rétablissement, c'est-à-dire le processus par lequel l'individu modifie ses attitudes, sentiments, perceptions et buts dans la vie, dans un contexte de découverte personnelle, de renouveau et de transformation. Plusieurs soins de réhabilitation psychosociale sont aujourd'hui disponibles, avec l'éducation thérapeutique, qui aide les sujets souffrant de la pathologie, mais également leurs proches aidants, à comprendre la pathologie, la prise en charge du retentissement des altérations cognitives via la remédiation cognitive, l'entraînement aux habiletés sociales, l'aide à l'autonomie et au logement, et enfin le soutien à l'emploi, que ce soit en milieu ordinaire avec l'emploi accompagné, le job coaching, ou en milieu protégé avec les ESAT de transition. Alors pourquoi est-ce que la remédiation cognitive fait partie des soins de réhabilitation et pourquoi proposer des programmes de remédiation cognitive chez les personnes qui souffrent de schizophrénie? Alors la réponse est assez simple.
Il existe des altérations cognitives dans la schizophrénie et ces altérations ont un retentissement dans la vie quotidienne. Ces altérations cognitives sont en effet considérées actuellement comme faisant partie intégrante de la maladie. Elles sont observées chez environ 75 à 85% des patients souffrant de schizophrénie. Elles semblent constituer une caractéristique intrinsèque de la maladie dans la mesure où elles ne peuvent ni être expliquées par le traitement médicamenteux, ni uniquement par les effets de l'institutionnalisation, ni par une réduction de la motivation, même si ces facteurs peuvent influencer leur fonctionnement. Plusieurs méta-analyses ont montré que le profil des altérations cognitives dans la schizophrénie se caractérisait essentiellement par des altérations touchant l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives principalement. Une de ces méta-analyses est illustrée sur cette diapo. Les altérations cognitives sont présentes très tôt dans le cours évolutif de la maladie. L'étude présentée sur cette diapo montre la présence d'altérations cognitives et leur sévérité chez des sujets témoins ne souffrant d'aucune pathologie, des sujets à ultra haut risque de développer une pathologie, c'est-à-dire regroupant un certain nombre de facteurs de risque de développer cette pathologie mais sans avoir encore les premiers symptômes, et des sujets ayant présenté un premier épisode psychotique. On remarque sur cette diapo que les altérations cognitives sont déjà présentes chez les sujets à haut risque de développer une schizophrénie et le sont de manière encore plus sévère chez les sujets ayant présenté un premier épisode. On note aussi que le profil des altérations, à savoir fonction exécutive, mémoire verbale, mémoire visuelle, attention, mémoire de travail, est le même, la sévérité est la même dans toutes les fonctions cognitives testées entre sujets à ultra haut risque et sujets souffrant d'un premier épisode. Si ensuite on observe la sévérité des altérations cognitives chez les sujets ayant présenté un premier épisode psychotique et chez les sujets souffrant de schizophrénie depuis déjà plusieurs années, on observe un profil donc identique d'altération cognitive, mais également une sévérité à peu près identique des altérations. On aurait donc, chez les sujets à ultra haut risque, déjà des altérations cognitives qui exploseraient lors du premier épisode, mais qui resteraient stables ensuite au cours du temps. Ces arguments sont en faveur d'une hypothèse neurodéveloppementale de la pathologie schizophrénie. Les altérations cognitives sont donc présentes dès les débuts de la pathologie. Ces altérations détériorent fortement l'autonomie et altèrent considérablement le pronostic fonctionnel. Les relations sociales, l'insertion professionnelle, les loisirs ne peuvent être satisfaisants que lorsque le fonctionnement cognitif est préservé, peu altéré, ou bien que les difficultés ont été compensées. Plusieurs études ont tenté d'établir un lien entre la nature de l'altération cognitive et le type spécifique d'incapacité fonctionnelle qui en découle. Ils ont mis en évidence que les troubles de l'attention, de la mémoire de travail contribueraient plutôt à l'altération du fonctionnement professionnel. L'altération des fonctions exécutives aurait des conséquences néfastes sur le comportement relationnel. La qualité des échanges sociaux serait liée à l'attention, la vitesse de traitement et la mémoire de travail. Nous avons jusqu'ici essentiellement évoqué les altérations de la neurocognition, ou cognition froide, des processus cognitifs qu'on dit de base. Mais il existe aussi, dans la schizophrénie, des altérations de ce qu'on appelle la cognition sociale. La cognition sociale est l'ensemble des processus cognitifs qui sous-tendent les relations interpersonnelles. Elle est constituée de plusieurs sous-domaines. 5 domaines sont principalement altérés dans la schizophrénie. Dans ces domaines, on a la théorie de l'esprit. Il s'agit de la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui comme différents des siens et attribuer des intentions. On a les connaissances sociales, c'est-à-dire la conscience des règles et des buts qui caractérisent et guident les interactions sociales, ce qui permet une adaptation du comportement en fonction de ces règles qui sont souvent implicites. On a ensuite les perceptions sociales, où la capacité d'identification des règles et des rôles sociaux est prise en compte du contexte dans lequel se déroule la scène pour la comprendre. On a ensuite le style attributionnel, c'est-à-dire les modalités selon lesquelles les causes des événements positifs et négatifs sont principalement interprétées. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'un événement se produit, quelle causalité je lui attribue? Est-ce que la causalité vient de moi-même, des autres ou du monde? Et enfin, on a la perception des émotions, c'est-à-dire la capacité à percevoir correctement les informations émotionnelles à partir des expressions faciales du visage ou des inflexions vocales d'autrui. Au-delà des altérations de la cognition sociale, des altérations de la métacognition ont également été mises en évidence dans la schizophrénie. La métacognition, pour la définir, correspond aux connaissances que l'on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits, de tout ce qui les touche, mais également à la surveillance active, régulation et orchestration de ces processus en fonction des objectifs cognitifs et des données sur lesquelles ils portent habituellement pour servir un but ou un objectif concret.
Plusieurs programmes sont maintenant disponibles depuis plusieurs années et il a été possible de réaliser des études portant sur l'efficacité des programmes de remédiation cognitive proposés aux sujets souffrant de schizophrénie. Une méta-analyse portant sur l'efficacité des programmes de remédiation cognitive a même été publiée en 2011 dans l'American Journal par Wykes et recense toutes les études publiées avant juin 2009. Différentes bases de données, qui sont citées sur la diapo, ont été utilisées et les mèches sont également disponibles sur la diapo. Cette méta-analyse, prenant en compte plus de 2100 patients qui ont été inclus dans 40 études portant sur la remédiation cognitive, a conclu à l'intérêt d'inclure la remédiation cognitive dans les prises en charge de réhabilitation psychosociale. Sont détaillées également sur la diapo les caractéristiques de la population incluse. Cette méta-analyse a mis en évidence une taille d'effet globale sur les performances cognitives de 0,45, une taille d'effet modérée, ainsi que des effets positifs durables sur la cognition et le pronostic fonctionnel. Aucune spécificité en lien avec le type de support utilisé, c'est-à-dire des programmes plutôt informatisés ou programmes plutôt papier-crayon, n'a été rapportée. Moins les patients sont symptomatiques, plus importants sont les bénéfices. Toutefois, même les patients ayant des symptômes marqués peuvent s'améliorer du point de vue cognitif. Selon les résultats de cette méta-analyse, l'impact de la remédiation cognitive est d'autant meilleur qu'elle est associée à d'autres techniques de réhabilitation et que la prise en charge implique le développement de nouvelles stratégies plutôt qu'un simple surentraînement. Une méta-analyse portant sur l'efficacité des programmes de remédiation de la cognition sociale est également disponible et porte sur 19 études. Elle a montré un effet modéré à large de ces programmes de remédiation cognitive sur la cognition sociale spécifiquement, sur la reconnaissance des émotions, un effet faible à modéré sur la théorie de l'esprit, aucun effet sur les biais d'attribution ni sur les perceptions sociales, et un effet modéré à large sur le fonctionnement dans la communauté. Maintenant que nous avons défini la remédiation cognitive, montré en quoi elle avait un intérêt chez les sujets souffrant de schizophrénie et montré qu'elle avait une efficacité prouvée, nous allons passer à la description de plusieurs outils, programmes de remédiation cognitive. Parmi ces programmes, on retrouve des programmes portant spécifiquement sur la neurocognition, la cognition froide, qui peuvent se dérouler soit en individuel, c'est-à-dire un thérapeute, un patient, comme le programme RICOS, soit en groupe, comme le programme IPT. D'autres programmes portent spécifiquement sur la cognition sociale, la remédiation de la cognition sociale. De la même manière, on en trouve en individuel, comme le programme Gaia sur la reconnaissance des émotions faciales et RC2S sur la cognition sociale en général, et on retrouve des programmes de groupe, comme Tom Rinel qui porte spécifiquement sur la théorie de l'esprit, et le Metacognitive Training qui se déroule plutôt en groupe. Le programme de remédiation cognitive pour patients présentant une schizophrénie ou troubles associés, appelé le programme RICOS, propose de travailler sur plusieurs domaines. La mémoire verbale, mémoire et attention visio-spatiale, le raisonnement, l'attention sélective et la mémoire de travail. Il est possible dans ce programme de choisir de travailler un seul domaine ou plusieurs selon les altérations retrouvées au bilan et leur retentissement fonctionnel. Le programme RICOS, comme tous les programmes de remédiation cognitive, se déroule toujours de la même manière, à savoir initialement une évaluation clinique, cognitive et des répercussions fonctionnelles, et un rendez-vous spécifique de définition des objectifs du programme de remédiation, dans lequel on va mettre en lien les altérations cognitives retrouvées et le retentissement fonctionnel et ce qu'on veut travailler avec le patient. Ensuite, on passe à la phase de remédiation avec des exercices papier-crayon et des exercices sur informatique, plus la définition de tâches à domicile à réaliser entre 2 séances afin de favoriser le transfert des acquis dans la vie quotidienne. Et on fait à la fin un bilan, une réévaluation, afin de voir si l'objectif au quotidien que l'on souhaitait atteindre a pu être atteint grâce au programme. Vous retrouvez ici les différents modules du programme RICOS que l'on peut travailler, un ou plusieurs selon les objectifs que l'on s'est fixés. À l'intérieur de chacun de ces modules, des exercices sont proposés, avec à chaque fois une phase papier-crayon, afin de trouver des stratégies avec le thérapeute pour répondre à l'exercice, et une fois que ces stratégies sont trouvées, une phase informatisée sur l'ordinateur à laquelle le patient répond tout seul. Les séances papier-crayon permettent aux patients de développer les stratégies les plus efficaces pour faire face aux problèmes, et on propose déjà ici un travail qu'on peut qualifier de métacognitif.
Ces stratégies sont ensuite appliquées par le patient au cours des exercices sur l'ordinateur. Vous avez ici un exemple d'un des modules du programme RICOS, le module mémoire verbale, où le patient travaille dans un restaurant et doit donc mémoriser la commande des plats des différents clients du restaurant pour ensuite les restituer. Un autre exemple d'un programme du module visio-spatial où le patient doit dire de quel point de vue on se place sur l'image de droite pour pouvoir voir l'image de gauche. Entre deux séances, des tâches à domicile sont proposées aux patients. Il s'agit d'appliquer les techniques et stratégies développées en séance dans les situations de la vie quotidienne pour améliorer les compétences et pour les résoudre. Il ne s'agit pas d'utiliser des exercices prédéfinis, mais de prendre du temps pour définir avec le patient des tâches qui soient directement en lien avec l'objectif initialement fixé. Vous avez sur cette diapo des exemples de tâches à domicile. Par exemple, pour le module mémoire verbale, les altérations observées étaient que le patient se plaignait de ne plus se souvenir des textes lus. Du coup, il ne lisait plus au quotidien à l'échelle des répercussions fonctionnelles. Son objectif du programme de remédiation était de retrouver le plaisir de la lecture. Et donc, comme exemple de tâche à domicile, on avait proposé de résumer le premier chapitre d'un roman choisi entre deux séances. Le programme IPT, maintenant, de Hans Brenner, est un programme d'approche cognitivo-comportementale composé de plusieurs modules de complexité croissante. Il s'agit d'un programme de groupe, à la différence du programme RICOS, destiné à des sujets présentant des symptômes négatifs importants ayant une plus longue évolution de la pathologie. La version francophone du programme IPT est composée de 6 modules hiérarchisés, qui sont détaillés sur la diapo. La particularité d'IPT est d'associer de la remédiation cognitive sur les modules 1, 2 et 3, avec une approche plus psychosociale et visant la cognition sociale dans les modules 4, 5 et 6, ce qui permet d'obtenir une synergie d'efficacité des deux approches combinées qu'une approche individuelle ne permettrait pas. Comme nous le disions, il s'agit d'un programme de groupe, donc, qui permet d'accueillir 9 à 12 patients, permettant des interactions sociales suffisantes. Il se déroule généralement sur 9 à 12 mois. 2 rencontres par semaine d'environ 1h30, incluant une pause d'un quart d'heure, sont proposées sur les recommandations initiales du programme. Nous allons maintenant passer au programme Gaïa. Donc, le programme Gaïa est un programme de remédiation de la cognition sociale et porte sur le domaine spécifique de la reconnaissance des visages, des émotions sur les visages d'autrui. Le programme se déroule de la même manière que le programme RICOS, avec une évaluation initiale, une définition des objectifs et des phases ensuite papier-crayon, puis informatisées. La phase papier-crayon est une phase d'exercice sur photographie, où on présente les photographies qu'on peut voir sur la diapo aux personnes suivant le programme Gaïa. Il s'agit d'établir les critères de reconnaissance et de différenciation pour les émotions de joie, colère, tristesse. Donc le patient va regarder ses photos, verbaliser les critères sur lesquels il s'appuie pour reconnaître ses émotions, et en parallèle, le thérapeute va noter ou essayer de dessiner les différents critères proposés afin que le patient puisse voir à quoi cela ressemble. Lorsque cette phase papier-crayon et la reconnaissance des émotions sur les photos est acquise, on peut passer aux phases informatisées. Dans cette phase, le patient est un personnage virtuel qu'on appelle Gaïa qui évolue dans 3 contextes, la pharmacie, la famille, le travail. Il voit des petites séquences vidéo dans lesquelles le personnage interagit et ils sont posés 3 à 4 questions donc, sur la reconnaissance des émotions faciales. Est-ce que ces émotions sont adaptées à la situation ou au contexte dans lequel le personnage Gaïa se trouve? Et que pense le patient de ces émotions? On a également plusieurs niveaux de difficulté. Le programme RC2S, ou remédiation cognitive de la cognition sociale, est un programme portant sur la cognition sociale globale, où des petites scènes vidéo sont utilisées pour que le patient puisse interagir avec des personnages. Le programme RC2S se déroule lui aussi de la même manière, avec des séances de préparation et une évaluation clinique cognitive des répercussions fonctionnelles et la définition d'objectifs, puis des séances de remédiation avec là aussi des séances papier-crayon informatisées
et des tâches à domicile. À la fin, on essaie également de proposer des séances de transfert, c'est-à-dire la généralisation dans la vie quotidienne de tout ce qui a été appris au cours du programme de remédiation cognitive RC2S. Là aussi, la phase papier-crayon consiste en un travail sur des photos, avec le développement de stratégies pour reconnaître les émotions, un peu comme dans Gaïa, mais également des analyses du contexte, essayer de comprendre les états mentaux, interpréter les situations sociales, avec des photos de difficultés croissantes, donc un peu plus complexes et larges, incluant toute la cognition sociale, alors que Gaïa n'incluait que la reconnaissance des émotions sur les visages. On passe ensuite aux séances informatisées, à la partie informatisée. Le patient va pouvoir observer des petites vidéos au cours desquelles des situations sont décrites, au cours desquelles il est un personnage virtuel, Tom, qui doit interagir avec le personnage que l'on voit dans la vidéo. Prenons l'exemple d'une des situations, appelée situation 8, le remboursement. Au début de l'année, Tom a prêté de l'argent à son frère Benoît afin de l'aider à payer ses factures. À cette époque, Benoît venait de perdre son emploi et avait un peu de mal à joindre les deux bouts. Cela fait maintenant plusieurs mois que Benoît a retrouvé du travail, il est plutôt bien payé, pourtant il n'a toujours pas remboursé Tom. Un jour, Benoît passe voir Tom au volant d'une nouvelle voiture. Donc, le patient, qui est Tom, a plusieurs possibilités de réaction, de réponse à apporter à Benoît, et il va choisir une des solutions, et le personnage Benoît va de nouveau réagir en fonction de ce que Tom a répondu. Donc on va décomposer avec le patient la scène, identifier les éléments clés de l'interaction sociale et voir avec lui pourquoi il a choisi telle ou telle option de réaction. Il est aussi possible, une fois que le patient est un peu plus aguerri, de répéter la scène en lui proposant de générer spécifiquement des états mentaux ou des émotions chez le personnage en face, chez Benoît. Donc par exemple, l'objectif est de rendre Benoît en colère. Quelle réponse donnez-vous? Pour illustrer ici un autre exemple d'une autre petite scène vidéo où Tom, le personnage que le patient doit représenter, arrive systématiquement en retard au travail, badge plus tôt, le patron le convoque dans son bureau. Comment est-ce qu'il réagit? Donc vous avez ici, vous excusez, écoutez les reproches de votre patron, expliquez à votre patron que ce n'est pas de votre faute. Et en fonction de sa réponse, le patron va réagir et la scène va se poursuivre. On a également donc dans le programme RC2S cette partie de séance de transfert, d'accomplissement d'objectifs concrets, de transfert des stratégies à la vie quotidienne et généralisation. Il va falloir adapter des stratégies développées lors du programme à d'autres situations sociales avec des exercices dans la ville ou des jeux de rôle entre patients et thérapeutes. Le programme Tom Rimet est un programme de remédiation cognitive de la cognition sociale portant spécifiquement sur la théorie de l'esprit. Il s'agit d'un programme de groupe. Ce programme Tom Rimet est généralement proposé dans un cadre de soins ambulatoires. Il s'agit de 10 séances d'1h30 à 2h, encadrées de 2 séances, une première de présentation des objectifs et attentes, une dernière de bilan portant sur les impacts dans la vie quotidienne. Le programme est proposé à un groupe fermé, donc les mêmes du début à la fin, de 3 à 6 patients, avec 2 animateurs, et il utilise des extraits de films par ordre croissant de difficulté qui sont visionnés soit sur un ordinateur, soit sur un lecteur DVD, en parallèle avec des hypothèses présentées sur un autre ordinateur. On a donc dans Tom Rimet 2 types de supports. Une première partie de la séance porte sur des expériences de vie rapportées que chacun des participants peut amener pour la séance suivante. Et une deuxième partie va porter sur les films et l'analyse des films observés. Vous avez ici un exemple d'expérience de vie rapportée d'un patient, Gilles, qui raconte que samedi, en sortant de l'église, alors que toute la famille était réunie pour la communion d'un de ses neveux, son oncle l'a abordé et lui a demandé « Qu'est-ce que tu deviens ?» Gilles n'a pas répondu et est parti brutalement sans donner d'explication. Il nous dit que son oncle avait l'intention de l'humilier en lui posant cette question, puisqu'il savait très bien qu'il n'avait toujours pas trouvé de travail et que donc il ne devenait rien. Donc ensuite, l'analyse de cette expérience est rapportée en groupe. On amène progressivement les patients à poser le problème, ici quelle était l'intention de l'oncle, puis à identifier et analyser les éléments du problème. L'oncle a toujours été bienveillant à son égard, il a posé la question à d'autres personnes ce jour-là, il était détendu et souriant, pour essayer de trouver la réponse, que l'oncle voulait juste engager la conversation ou prendre de ses nouvelles et savoir comment il allait. Ensuite, au cours de la séance, un extrait vidéo est diffusé. Alors par exemple, pour vous montrer ici, on a une petite séquence de film au cours de laquelle un homme téléphone à sa femme en conduisant, un policier l'arrête et commence à le verbaliser.
Brutalement, l'homme prend un air très préoccupé et dit qu'il est très inquiet pour son fils qui n'a plus de nouvelles. Donc la question qui va être posée au groupe, puisque le film va s'arrêter à ce moment-là, la question posée au groupe concerne l'attention du conducteur. Et la suivante, pourquoi le conducteur parle-t-il de son fils au policier? Il y a plusieurs réponses qui sont proposées sur l'ordinateur à côté. Alors les réponses sont parce qu'ils se connaissent et qu'il veut lui donner des nouvelles, pour l'attendrir pour que le policier ne le sanctionne pas, parce qu'il est tellement inquiet pour son fils qu'il en parle à tous les gens qu'il rencontre, parce qu'il est fier de son fils, parce qu'il n'a pas remarqué qu'il parle à un policier. Et à chaque fois, on va essayer d'attribuer, comme vous voyez sur le petit tableau en haut à droite, un degré de probabilité à chacune des réponses. Donc très peu probable, peu probable, probable, très probable. Donc vous voyez, chaque participant va pouvoir donner son avis et échanger autour des réponses. Enfin, nous allons terminer cette présentation sur le programme MCT, Metacognitive Training, disponible en ligne, qui porte sur la remédiation de la métacognition au sens plutôt cognitivo-comportemental du terme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a travaillé des processus cognitifs sur tous les programmes, des contenants de pensée. Et là, ce programme MCT travaille plus sur des biais cognitifs ou des contenus de pensée. Le Metacognitive Training, proposé par l'auteur Moritz, est disponible sur le site internet que vous pouvez trouver sur la diapo, traduit en 23 langues, donc traduit en français, avec un manuel et le matériel directement disponible. Le téléchargement est gratuit. L'objectif va être de cibler les erreurs cognitives communes et les biais de résolution de problèmes retrouvés dans la schizophrénie. Ces erreurs et ces biais peuvent, à eux seuls ou combinés, culminer dans le développement et le maintien de fausses croyances pour aller jusqu'aux idées délirantes. Donc le programme va aider les personnes souffrant de schizophrénie à prendre conscience de ces distorsions cognitives, les critiquer, les adapter et mettre en place des stratégies pour lutter contre. Il se déroule à raison d'un module par séance sur des séances d'1 heure et on a des groupes de 3 à 10 patients. Voici ici un exemple d'un des modules du programme qui porte sur la mémoire, qui s'appelle La mémoire peut nous jouer des tours, où on demande au groupe de regarder attentivement cette photographie et d'essayer de la mémoriser. La photo est ensuite cachée et on demande aux participants du groupe qu'est-ce que vous avez vu sur cette photo, avec pour chacun des éléments qu'on peut lire sur la diapo, à combien êtes-vous sûr de l'avoir vu ou de ne pas l'avoir vu sur la photographie. On a ensuite sur la diapo suivante la réponse avec les éléments qui étaient ou n'étaient pas sur la photographie et la mise en évidence de certains faux souvenirs où on était certain de l'avoir vu alors que ça n'y était pas puisqu'il s'agit d'un contexte, ou d'autres éléments qu'on avait totalement oubliés. Et donc après avoir donné quelques notions sur le fonctionnement de la mémoire, on présente au patient la notion que la mémoire peut nous jouer des tours. Nous arrivons donc au terme de cette présentation. Vous pouvez retrouver la plupart des éléments de cette présentation dans les livres du professeur Nicolas Franck, qui sont en photo sur cette dernière diapo. Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez également vous intéresser au traité de réhabilitation psychosociale, également en photo sur la diapo. En vous remerciant pour votre attention.